Je suis chargée de présenter rapidement Martin Rueff. Je suis chargée de présenter rapidement Martin Rueff. Voilà, je voudrais commencer en disant que c'est peut-être pas indifférent s'il habite 3 villes à la fois. Bologne pour des raisons familiales et puis pour son attachement à l'Italie. Genève où il enseigne la littérature française à l'université, et Paris pour ses amitiés littéraires, ses activités éditoriales très diverses. Martin Rueff est à la fois poète, philosophe, traducteur évidemment, et éditeur. Mais ses activités sont donc très diverses, mais je crois qu'il aimerait que je commence par dire qu'il est poète. Son dernier recueil, qui porte le beau titre de Icare crie dans un ciel de craie, a obtenu récemment un prix international de poésie. Et il va sans dire qu'il traduit les poètes, et notamment de Signoribus, qui nous a fait le privilège de venir pour un banquet du livre et qui reste dans ma mémoire un des plus émouvants souvenirs d'intervention au banquet. Grâce à la présence de Martin aussi, qui traduisait à mesure les propos de Signoribus. Donc il est poète, il traduit les poètes, il est philosophe, il a beaucoup travaillé sur Rousseau, il a traduit une grande partie de l'œuvre d'Agamben, il est traducteur, il traduit aussi Carlo Ginzburg, qui est historien, Pavese et bien d'autres encore que j'oublie. Et enfin, il est éditeur, puisqu'il a participé à la Pléiade de Lévi-Strauss. Il a été l'éditeur du quarto sur Starobinski et du quarto sur, je ne sais plus qui. Pavese. Sur Pavese. Voilà. Et puis, enfin, il est éditeur. Il co-dirige la revue Poésie qui a été fondée par Michel Legui. Et aux éditions Verdier, la belle collection Terra d'Altri, qui a été fondée par Bernard Siméon, qui fut un compagnon de la maison d'édition et du banquet précieux et fidèle. Et puis voilà, donc il va nous parler, en passant par l'analyse grammaticale de l'impératif, il va nous parler des conditions d'une politique par provision. Si grands sont nos désemparements, si terribles nos désarrois, si fréquentes nos déroutes, qu'il n'y a guère à se surprendre si la littérature du conseil et de l'expertise domine aujourd'hui l'étal du libraire, et si la figure du coach s'est emparée de l'imaginaire collectif. Nous voulons des coachs pour maigrir, mais aussi pour cuisiner, des coachs pour meubler nos patios, des coachs pour nous habiller et des coachs pour vivre nus, des coachs pour élever nos enfants, des coachs pour libérer l'enfant qui est en nous, des coachs pour nous aimer après 40 ans, des coachs pour rêver, des coachs pour penser, des coachs pour agir. Et parce que nous voulons des coachs pour la vie, gourous et sophistes fleurissent quand la parole des anciens maîtres est moquée. Cette proportion inverse, la défaite des maîtres correspondant à la victoire des coachs, se mesure à 3 critères dont il faudrait montrer le lien tout uniment politique. Soit, sous la tente blanche, le compte de ces critères. D'une part, premier critère, le coach est là pour permettre à son client d'agir plus vite et mieux dans la rationalité experte du profit économique érigé en seul modèle de la réussite personnelle. Le coach est là pour assurer la victoire du client. Il lui interdit de penser, il l'empêche de rêver, tandis que le maître classique voulait que son élève ou son disciple rêvât et pensât et se souciait fort peu, sans doute,
qu'il agit. Ce qu'il voulait, ce point est entendu, et que celui qui l'enseignait rêva de penser et pensa à rêver. Le maître savait fort bien le lien d'essence entre rêver et penser et disposait de plusieurs modèles pour illustrer la conversion de l'un à l'autre. Que le rêve puisse ouvrir à la pensée, c'est ce que l'expérience de la philosophie assurait, de Cicéron à Descartes, et le nom technique de cette opération était méditation. Et l'histoire de la méditation métaphysique est bien celle d'un rêve devenu pensée. Que la pensée puisse ouvrir au rêve, nous le savons bien depuis Rousseau, qui distingue la rêverie de la méditation par la déliaison de trois termes, les termes du sujet, de l'objet et du régime de la pensée. La rêverie obéit à un autre régime de phrases aussi que la méditation. La liaison des idées n'y est pas la même. Il reste que la méditation et la rêverie, par les liens complémentaires qu'elles établissent entre penser et rêver, détachent ces deux exercices de l'agir. Penser et rêver, ce n'est pas agir, quand bien même ce serait se permettre d'agir mieux, en connaissance de causes rêvées ou de causes pensées. On doit à Rousseau une formulation très précise de ce détachement. On la trouve dans l'incipit du livre 1 du contrat social. Rousseau, qui ne sait parler que debout, qui ne sait parler que pour que l'on se dresse, s'insurge une fois encore et précède une objection. Je cite : « On me demandera si je suis prince ou législateur pour écrire sur la politique. Je réponds que non, et que c'est pour cela que j'écris sur la politique. Si j'étais prince ou législateur, je ne perdrais pas mon temps à dire ce qu'il faut faire, je le ferai ou je me tairai. » Nous trouvons là une des plus formidables réponses jamais données par Rousseau à la question « Qu'est-ce qu'un écrivain politique ?» C'est précisément parce qu'il n'a ni les légitimités du gouvernement ni celle du souverain que Rousseau écrit sur la politique. Un principe d'illégitimité fondamentale préside au travail de l'écrivain politique. Ce n'est pas d'être qu'il est légitime de faire, c'est de n'être pas. Avant même que Rousseau énonçât des thèses républicaines, son énonciation obéit à un principe d'impropriété qui est démocratique. Ce n'est pas parce que j'ai un droit particulier que je peux écrire sur la politique. Écrire sur la politique, c'est le droit des sans-droits. Entendez, de ceux qui n'ont aucun droit pour le faire. Le pouvoir de l'écrivain politique tient à son illégitimité. Sa légalité propre, c'est cette illégitimité. Notre époque a tout à gagner à entendre cette leçon. Ce n'est pas aux experts à nous imposer la pseudo-rationalité de leur discours de justification des pouvoirs en place. L'écrivain politique bouleverse l'ordre des énoncés en renversant la table de l'énonciation en disant « Je peux parler de politique parce que vous ne m'en donnez pas le droit ». Rousseau vient confirmer sa thèse d'une hypothèse. Si j'étais prince ou législateur, je ne perdrais pas mon temps à dire ce qu'il faut faire, je le ferai ou je me tairai. Si j'étais au gouvernement, c'est la figure du prince, ou à la rédaction du pacte fondamental, c'est la figure du législateur, je n'écrirai pas sur la politique. Rousseau précise, je ne perdrai pas mon temps. Cette précision importe. Écrire sur la politique ne relève ni de l'être des hommes, c'est l'ordre du prince, ni du pouvoir-être des lois, c'est l'ordre du souverain, mais du devoir-être du langage. S'opposent ainsi trois figures et trois modalités, le prince et l'être, le souverain et le pouvoir-être, l'écrivain et le devoir-être, l'impératif. Écrire sur, c'est dire le droit du devoir-être. Qui est dans l'être ou dans le pouvoir-être, dans le faire ou dans le pouvoir-faire, n'a pas besoin d'énoncer le devoir-faire ou le devoir-être. Il me semble que l'on peut désormais énoncer ce qu'est un écrivain politique pour Rousseau. Écrivain politique est celui qui reconnaît l'illégitimité foncière de son énonciation pour énoncer le devoir-être de la politique. L'écrivain politique se tient à égale distance de deux figures de légitimité, le prince et le souverain, et de deux modalités, l'être et le pouvoir-être. Ce qui restera jamais frappant, ce n'est pas seulement la revendication de l'illégitimité ou la revendication du devoir-être, c'est bien sûr leur articulation. D'autre part, et c'est le second critère, le coach se distingue de l'ancien maître
par le rapport du personnel et de l'universel. Le coach est convaincu que sa leçon n'a pas besoin d'universalité, mais qu'il doit la calquer sur la personnalité, sur la singularité du client. Le coach, la formule est bonne, est un personal trainer. Il doit surtout amener le client de soi au soi dans un soliloque dont il est la voix off aussi discrète qu'impérieuse. L'ancien maître soutenait qu'il n'est d'accès à soi que par l'universel du savoir, d'une norme ou d'une règle, et que le moi que je dois rejoindre dans l'apprentissage est loin du moi que je suis. Mais il y a plus, et c'est le troisième critère, et ce point nous occupera aujourd'hui, ce qui différencie le coach des anciens maîtres est que l'exercice de leur parole diverge au plus haut point. La parole du coach enjoint à agir sans penser et trouve dans l'action muette, qui peut être bavarde aussi, et babillarde, c'est l'exercice éprouvant de la conférence de presse de l'entraîneur, qui trouve dans l'action muette son point d'arrivée. La parole du maître, elle, enjoint à parler et à prendre sur soi la parole du rêve, de la pensée et de l'action. Le coach répète à l'envi la parole du conseil, le maître visait à libérer la parole neuve. Vous connaissez le corollaire qui marquait la différence de Socrate avec les sophistes. Le coach parle pour de l'argent, tout expert est irrémédiablement comptable, le maître parle pour la liberté qu'il abolit quand elle survient. On ironisera alors en grande tristesse sur l'époque en se demandant quelle mouche nous pique quand on aura répondu, bien sûr, que c'est la mouche du coach. Et on aura fait un petit pas dans la direction de ceux qui restent à penser quand on aura rappelé que le mot coach vient effectivement du mot coche, la diligence, et que le mot retrouve ici, avec sa mode, comme bien souvent, une ancienne figure de la pensée, celle du cocher de l'âme dans le Phèdre de Platon. Pour dire, écrit Platon, quelle sorte de chose c'est, il faudrait un exposé en tout point divin et fort long, mais dire de quoi elle a l'air, voilà qui n'excède pas les possibilités humaines. L'image qui figure la nature de l'âme sans en rendre raison est celle de l'attelage ailé, composé d'un cocher et de 2 chevaux. Pourvu d'elle, l'attelage a le pouvoir d'entraîner vers le haut tout ce qui est pesant. Pour l'âme des dieux, pour laquelle cochers et chevaux sont de bonne race, l'attelage s'élève sans difficulté dans les hauteurs du ciel et s'y maintient. Mais il n'en est pas de même pour l'homme et les autres vivants, il y a mélange. L'un des chevaux est bon, de bonne race, l'autre est tout le contraire, d'où la difficulté pour le cocher de mener son attelage. Ce mythe reprend la tripartition de l'âme, exposée par Platon à plusieurs reprises, et en particulier dans la République. Le cocher représente la partie rationnelle de l'âme, c'est celle qui a la capacité de contempler les idées. Le cheval de bonne nature représente le cœur, le thumos, le courage, mais aussi la colère et l'agressivité. C'est la faculté de s'enthousiasmer et de s'emporter au service du meilleur. N'était le cœur, nous serions tous privés de cette puissance d'emportement. Quand le cocher mène bien son attelage, il trouve en lui un allié essentiel, toujours prêt à aller de l'avant, à combattre pour son idéal. Quant au mauvais cheval, il représente la troisième partie, l'épitumia, le siège de l'appétit des passions et des désirs charnels. Rétif, toujours prêt à faire dévier l'attelage pour satisfaire ses désirs, il manque sans cesse de faire verser le coche. Les attelages, grâce à leurs ailes, circulent dans la totalité du ciel. Quand le cocher mène bien son attelage, les ailes maintiennent le cocher dans les hauteurs, l'âme est parfaite, administre le monde. L'âme des dieux, par exemple, est donc un vivant immortel, uni pour toujours à son corps, mais un corps qui participe du divin. À la tête de ces vivants immortels, Zeus, qui, conduisant son attelage ailé, s'avance en premier. Mais à côté des attelages des dieux, qui sont équilibrés et faciles à conduire, il y en a d'autres qui ont de la peine à avancer. Cet attelage, le nôtre, finit par perdre ses ailes et tomber sur terre, où l'âme prend corps, un corps pesant, un corps mortel.
Exilée du monde céleste, elle constitue ce qu'il convient d'appeler un vivant mortel. La puissance du texte platonicien se mesure aussi à sa rigueur phénoménologique quand nous nous sentons à terre, abattus, pesants, sans force. C'est que nous avons parié sur notre mauvais cheval et que nous sombrons avec lui qui nous tire vers le bas. Et comme Hippolyte, dans le récit de Théramène, nous nous emprêterons dans les rênes, nous tombons, nous tombons. Sans trop nous éloigner des portes de Trézène, reprenons un instant les rênes de notre propos. Nous avons voulu distinguer les figures du coach et du maître, et nous avons convenu que dans leur distinction, il y va du discernement du rêve, de la pensée et de l'action, du trajet qui conduit du personnel à l'universel, de l'usage de la parole. Nous avons retrouvé derrière le coach le cocher de l'âme du Phèdre. Mais n'est-il pas trop clair alors que distinguer le coach du maître, c'est retrouver le motif par lequel Kant distinguait les lumières d'entre tous les mouvements de l'histoire, sapere aude. Les lumières sont ce qui fait sortir l'homme de la minorité qu'il doit s'imputer à lui-même. La minorité consiste dans l'incapacité où il est de se servir de son intelligence sans être dirigé par autrui, écrivait Kant. L'homme doit s'imputer à lui-même cette minorité quand elle n'a pas pour cause le manque d'intelligence, mais l'absence de la résolution et du courage nécessaires pour user de son esprit sans être guidé par un autre. Sapere aude et le courage de te servir de ta propre intelligence. C'est la devise des Lumières. Kant enjoint à sortir de la minorité par un savoir osé, par cette aventure qui m'arrache à cette paresse et à cette lâcheté qui offre le terreau fertile de tous les tutorats, de tous les mentorats, de tous les coachings. La distinction du coach et du maître fait émerger dans la tripartition du rêve, de la pensée et de l'action l'urgence de savoir, et on n'aurait aucun mal, croyez-moi, à reconduire les trois verbes qui nous réunissent aux trois questions kantiennes. Que puis-je savoir? À quoi répond la critique de la pensée? Que dois-je faire? À quoi répond la question de l'action? Que m'est-il permis d'espérer? À quoi répond celle du rêve. Ces trois questions servent de fil directeur aux trois critiques. Soit. Mais une fois écarté le coach, il ne s'agirait pas ici de revenir au programme critique, mais bien plus modestement de se pencher avec vous sur la formule de l'impératif de l'autonomie, et plus précisément encore, moins sur son contenu que sur son mode verbal, l'impératif. Sous le titre « L'impératif présent », il s'agira donc d'attirer l'attention sur la liaison et peut-être la cohérence entre un certain nombre de thèses et de questions de la philosophie morale et politique et sur des faits de grammaire que l'analyse a jusqu'à présent séparés ou négligés. Ces faits de grammaire concernent un mode verbal qui n'a peut-être pas reçu toute l'attention qu'il mérite malgré son étrangeté, l'impératif. Penser l'impératif présent, c'est donc moins penser ce qu'il faut faire au présent, là, maintenant, tout de suite. Nous laisserons ces naïvetés à ceux qui nous gouvernent comme des coachs, mais penser le présent de l'impératif. Penser l'impératif, rêver à l'impératif, c'est aussi s'ouvrir à l'action. Considérez donc les propos qui suivent comme des prolégomènes à une philosophie de l'autonomie et non comme une ontologie du commandement ou de l'obligation. Je voudrais donc marquer ici quelques traits généraux qui tiennent au rapport entre impératif et subjectivation morale. Je partirai de l'étrange thèse de l'autonomie morale qui consiste à s'enjoindre une loi et je questionnerai les pronoms de cette injonction. Puis, en détaillant certains débats de grammairiens sur la nature de l'impératif, pourquoi n'y a-t-il pas d'impératif à la première personne, par exemple, et pas plus d'impératif passé, je tâcherai de rêver à ce que l'impératif nous permet de penser. Je me demanderai alors en quoi une grammaire de l'impératif nous aide alors à aborder certains problèmes de la logique des obligations, problèmes qui se posent chez des grands philosophes comme Kant ou Lévinas. Je consacrerai vos dernières forces à l'examen des impératifs dans le poème. Ici encore,
On gagne à poser des questions précises, non pas qu'est-ce que l'impératif poétique, mais comment surgissent des impératifs dans des poèmes. Je doute que cette question obsède les coachs. Dans la longue introduction au volume 2 de son Histoire de la sexualité, l'usage des plaisirs, Foucault tente d'expliquer le retard de 8 ans avec lequel ce volume est paru. Ce deuxième volume, publié en 1984, paraît, vous le savez, l'année même de la mort de Foucault. Cette préface est célèbre, elle est riche de concepts nouveaux et fait pendant, d'une certaine manière, aux inventions de l'archéologie du savoir, dont elle renouvelle certaines thèses autour de la notion de problématisation. Au paragraphe 3, intitulé « Morale et pratique de soi », Foucault se demande frontalement, s'interroge frontalement, sur l'objet qu'on se propose lorsqu'on entreprend d'étudier les formes et les transformations d'une morale. Que fait-on quand on étudie l'histoire de la morale? Or, par morale, précise Foucault, il faut entendre au moins 3 choses différentes. D'abord, un ensemble de valeurs et de règles d'action, comme il le dit, un code prescriptif. Ce code peut être constitué en doctrine ou transmis de manière diffuse. Mais par morale, on entend aussi la conduite qu'on peut mesurer à cette règle, la manière dont les individus obéissent ou résistent à un interdit ou une prescription. C'est ce que Foucault appelle la moralité des comportements. D'autres, je pense à Paul Ricoeur, parleraient ici d'éthique, mais je laisse de côté cette distinction. Enfin, autre chose encore, donc après la règle et les comportements, la manière dont on doit se conduire. C'est-à-dire, précise Foucault, la manière dont on doit se constituer soi-même comme sujet moral, agissant en référence aux éléments prescriptifs qui constituent un code. La redondance des pronoms réfléchis, se constituer soi-même comme sujet moral, est l'indice d'une conviction. Ce troisième niveau de la morale est celui de la subjectivation. Foucault dit aussi ce qui permet à un individu agissant d'opérer non pas seulement comme un agent, mais comme sujet moral de son action. Une tradition morale inspirée de Locke parlerait ici d'ascription, la manière dont un sujet peut répondre en première personne de son action. Soit donc le code, le comportement et la subjectivation. Foucault prend l'exemple de la fidélité conjugale. Il y a le code de prescription, prenons la morale chrétienne qui invite depuis Paul à la fidélité. Il y a le comportement, la manière dont les époux respectent ou non cet interdit. Et il y a la subjectivation, c'est-à-dire, dit Foucault, nos manières d'être fidèles. C'est dans la détermination de ces différentes manières que Foucault atteint la plus haute précision, car il y voit autant de voies pour la subjectivation. Comment se subjective-t-on en morale? Cela peut être d'abord, dit Foucault, par la détermination de la substance éthique. Entendez, le lieu d'application, on pourrait dire d'impact, d'une règle. Par exemple, je peux vouloir être fidèle dans le strict respect du code auquel j'obéis ou dans la maîtrise des désirs. Si c'est le cas, alors la substance éthique, ce sont mes désirs et non mes actes. Il y a ensuite le mode d'assujettissement, c'est-à-dire la façon dont l'individu établit son rapport à cette règle et se reconnaît comme lié à l'obligation de la mettre en œuvre. Je peux obéir en effet pour différentes sortes de raisons, par amour pour quelqu'un, pour ma foi, pour ma communauté, pour me donner en exemple, par exemple, pour des raisons aussi de cohérence, etc., etc. Il y a aussi des différences dans les formes de l'élaboration du travail éthique qu'on effectue sur soi-même pour devenir le sujet moral de sa conduite. Je peux, par exemple, assimiler des règles, je peux renoncer d'un coup, je peux vouloir combattre au quotidien. Il y a enfin la théologie du sujet moral, la raison pour laquelle je me plie à ces formes de subjectivation. Ces raisons peuvent être sociales, spirituelles, je peux viser ma tranquillité, la purification, l'héroïsme. Oui. Ce qui intéresse Foucault dans l'histoire de la sexualité, ce ne sont ni les codes, ni les règles, ni même les comportements,
qui relève selon lui d'histoires en partie déjà écrites, mais bien la subjectivation morale, ce qu'il intitule, la formule a fait Flores, le rapport à soi. Ce n'est pas simplement une conscience de soi, dit-il, c'est la constitution du soi comme un sujet moral dans laquelle l'individu circonscrit la part de lui-même qui constitue l'objet de cette pratique morale, définit sa position par rapport aux préceptes qu'il suit, se fixe un certain mode d'être qui vaudra comme accomplissement moral de lui-même. Et pour ce faire, il agit sur lui-même, il entreprend de se connaître, se contrôle, s'éprouve, se perfectionne, se transforme. Foucault lira en ce sens toute une littérature, qui est la littérature du conseil, notamment la littérature stoïcienne, pensée à Sénèque, à l'épistolaire de Sénèque. Une histoire de la subjectivation morale est donc possible, et c'est exactement ce que veut être l'histoire de la sexualité. Une histoire de la subjectivation morale. De la même manière, comme on l'oublie trop souvent, que Surveiller et punir, ce grand livre sur l'ordre carcéral, se voulait, je cite Foucault, une histoire de l'âme moderne. Histoire de l'âme moderne qui précède l'histoire de la subjectivation. Il reste que si Foucault a mis la parésia, le discours de la vérité sur soi, du fait de dire la vérité, au cœur de la subjectivation, s'il a mis la façon chaque fois singulière qu'un individu a de prendre sur soi le discours moral pour se subjectiver, il ne semble pas avoir accordé d'importance particulière à une question fort simple et si radicale qu'elle n'a pas pu lui échapper: comment une norme se subjective-t-elle dans le langage? Comment le système de prescription devient-il à ce point contraignant ou obligeant qu'il me change en ce sujet moral auquel j'aspire? En d'autres termes, et très radicalement, comment est-ce que je peux me donner des ordres à moi-même? Or, la réponse est bien évidente, tous les sportifs le savent, à l'impératif présent. C'est à l'impératif présent, et à l'impératif présent seul, que je subjective un code. Comment est-ce possible? Comment puis-je m'enjoindre quoi que ce soit? Comment entendre le principe d'autonomie depuis la grammaire de l'impératif? Précisons. Le principe d'autonomie a pour fonction de déplacer la problématique des ordres, des prescriptions, en direction de ce que l'on nomme le sujet de l'énonciation. Cette problématique, traditionnellement, est celle de l'autorité. Qui a autorité pour prescrire? Qui a autorité pour légiférer? Qui a autorité pour conseiller? Ici, le coach se réveille. Si l'on se place au sein de cette problématique, on ne cherche pas à autoriser une prescription édictée en loi, au moyen d'énoncés logiquement antérieurs à celle-ci, qu'ils soient eux-mêmes dénotatifs ou prescriptifs. On cherche cette autorisation du côté du sujet d'énonciation de la loi, de celui qui se donne une loi dans la langue. La solution que donne le principe d'autonomie à la question de l'autorisation de prescrire consiste alors en ceci, que je vous demande, je ne peux pas le faire à l'impératif, de bien entendre. Que celui qui édicte la prescription et celui à qui elle est adressée, éteins ton portable, soient substituables l'un à l'autre, ou que prescripteur et prescriptaire soient le même. Quelque forme qu'ait pu prendre dans l'histoire des cités antiques ou des États modernes, sans parler de celle qu'elle revêt dans les philosophies morales et politiques, cette solution de l'autorité par l'autonomie, elle occupe une place éminente dans notre modernité. Rousseau, bien sûr, Kant, mais aussi Hobbes, Marx, Lénine ou les autonomes d'hier. Autant de solutions, autant de variétés du même principe. Or, c'est cette solution, cette réversibilité dans la subjectivation de l'impératif entre prescripteur et prescriptaire que nous interrogeons ici. Nous l'interrogeons sur un point précis
et avec des instruments déterminés. Le point précis est celui de la substituabilité. Est-il vrai, quand je m'enjoins de courir, de pédaler, ou tout simplement peut-être de tenir, est-il vrai que ce principe, cette espèce de circuit fermé et réciprocable de celui qui donne l'ordre et de celui qui le reçoit, est-il vrai donc que ce principe est tenable? Nos instruments, ce sont ceux, oui, précis, de la grammaire. L'autonomie suppose la substituabilité du donneur et du receveur d'ordre. Qu'ils puissent être substitués implique qu'ils sont le même en vertu d'une règle logique reprise et signée par Leibniz d'une certaine manière, qui est celle de la commutation, sont les mêmes, ceux qui peuvent être substitués l'un à l'autre, la vérité restant sauve, salve veritate. Or, et c'est là ma question ce soir, cette substituabilité n'est-elle pas tout simplement exclue par la dissymétrie qui règne par principe entre l'énonciateur et le destinataire d'un énoncé prescriptif? Ne faut-il pas, s'il y a prescription, qu'il y ait entre eux altérité et jamais identité? Et si jamais il y a identité, ne sortons pas alors de la classe des prescriptions. Les énoncés prescriptifs sont un cas particulier d'un ensemble plus vaste qui comprend, outre les commandements proprement dits, les expressions des demandes, des prières, des conseils, des souhaits et des instructions. C'est tout cet ensemble qui fait l'objet de la logique des commandements. Je me limite aussi aux prescriptions de l'impératif parce que c'est la question de l'autonomie morale qui m'intéresse. Aristote, dans le De Interpretatione, dissocie fortement les énoncés déontiques ou d'obligation des énoncés dénotatifs dans les termes suivants. Tout discours signifie quelque chose, il est sémantikos, non pas en tant qu'instrument naturel, mais comme on l'a dit, par convention. Mais tout discours n'est pas apophantikos, propositionnel. Seul l'est celui auquel il appartient de dire vrai ou faux. Or, cela ne se produit pas dans tous les cas. La demande, le terme grec c'est plutôt la prière, euké, par exemple, est un discours, mais il n'est ni vrai ni faux. Ces autres sortes de discours seront donc laissés à l'écart, car leur étude est plutôt l'affaire de la rhétorique et de la poétique. Seul le discours apophantique fait l'objet de la présente théorie. Voilà donc la mise à l'écart. La constitution d'une césure et d'une altérité radicale dans l'ensemble des discours, la logique que nous appelons propositionnelle ne traite que des expressions apophantiques. Il y a un discours, un logos, qu'Aristote appelle apophantikos parce qu'il est capable de manifester, c'est bien le sens de apophaino, si une chose existe ou non, ce qui implique nécessairement qu'il soit vrai ou faux. Il y a un discours autre, un autre logos, comme la prière, le commandement, la menace, la question, et on pourrait ajouter l'exclamation, le salut, le conseil, la malédiction, le blasphème. Autre discours qui n'est pas apophantique, qui ne manifeste pas l'être ou le non-être de quelque chose. Ou plutôt, si une prière, une demande, un ordre, exprime quelque chose de leur référence. Alors, l'exemple ici est mal choisi, mais enfin bon. Ferme la porte énonce bien quelque chose de la porte. Arrête de fumer énonce bien quelque chose, disons, de la santé publique ou de la santé privée. Mais prière et demande et ordre ne consistent nullement à énoncer le vrai ou le faux à son propos. Vous ne direz pas « ferme la porte » est un énoncé vrai ou faux. Les pôles entre lesquels ces expressions opèrent sont ceux de l'énonciateur et du destinataire de l'énoncé. Ce qui s'y trouve en jeu n'est donc pas qu'elles soient conformes à leur référence. Fini ta soupe n'est pas démenti par la rébuffade « papa, c'est pas de la soupe, c'est du potage », mais qu'elles soient suivies d'un effet conforme à ce qu'elles enjoignent. Leur signification à elle seule ne suffit pas à entraîner l'exécution, ni même, avant l'exécution, à provoquer cette situation remarquable
dans laquelle le destinataire des expressions prescriptives est placé du seul fait qu'elles lui sont adressées et qui est la situation d'être obligé, tenu à quelque chose. Essayons de comprendre ce qui se passe quand on produit un discours non apophantique sous la forme d'un impératif simple, comme par exemple, je choisis le paradoxe, rallume ton portable. Pour comprendre la signification d'une telle injonction, il sera utile de la comparer au même verbe à la troisième personne de l'indicatif, il ou elle rallume son portable. Cette dernière proposition est apophantique car elle peut être vraie si X est vraiment en train d'allumer son portable, ou fausse s'il ne le fait pas. Dans chaque cas, cependant, elle se réfère à quelque chose dans le monde, manifeste un être ou un non-être. A l'inverse, bien que morphologiquement identique, et évidemment c'est très troublant, à l'expression verbale à l'indicatif de la troisième personne, l'injonction « rallume ton portable » ne décrit ni ne nie un état de choses, et sans être fausse pour autant, ne se réfère à rien d'existant dans le monde. Le moindre des énoncés prescriptifs à l'impératif est exécutoire. Son énonciation n'informe pas seulement le destinataire de sa signification, elle le place dans la situation de l'obligé. Benveniste écrivait que le performatif n'est pas dénotatif et ne vise pas à communiquer un contenu, mais se caractérise comme pragmatique et vise à agir sur l'auditeur, comme il le dit, à lui intimer un comportement. Il est nécessaire, à cet égard, de distinguer les performatifs des prescriptifs, des impératifs. L'efficacité d'un énoncé comme « je déclare la séance ouverte » est immédiate, puisque l'énonciation de cet énoncé, sous certaines conditions contextuelles bien sûr, suffit à effectuer cette signification. Ce n'est pas le cas de l'ordre comme « rallume ton portable ». L'effectuation de la signification, allumer ou non le portable, n'est pas contemporaine de son énonciation, mais à venir. C'est ainsi que le même ordre peut être modulé en français et dans d'autres langues au moyen de l'infinitif ou du futur. Pensez par exemple aux navigateurs GPS et à leur voix de métal impérieuse et agaçante. À 50 mètres, tournez à droite. À 50 mètres, vous tournerez à droite. Or, à tout le moins, ce qui définit pour nous l'ordre des prescriptions justes, des impératifs fondés, c'est qu'il repose sur la situation de l'autonomie. Le moindre des impératifs, tais-toi, rallume ton portable, viens vite, a cette propriété d'être exécutoire ou, comme nous l'avons dit, d'obliger son destinataire. Mais c'est une idée admise que si le destinataire d'un ordre se trouve placé en situation d'avoir à y obéir ou à ne pas y obéir, c'est qu'il reconnaît à cet énoncé, à son énonciateur, l'autorité de le placer dans une situation d'obligation. La prescription est exécutoire parce qu'elle est autorisée. Le principe d'autonomie, qui n'est peut-être qu'une extension de l'idée de contrat, comme l'avait montré Bruno Bernardi, consiste à affirmer que le prescriptif n'est autorisé que si son destinataire peut être aussi son destinateur. Autrement dit, le destinataire d'un ordre est obligé par cet ordre, si et seulement si, il peut se substituer à celui qui le donne. Et comme la condition est, vous l'avez bien compris, biconditionnelle, une équivalence, le principe peut s'énoncer dans le sens réciproque, ce qui donne le destinataire d'un ordre est autorisé à le donner, si et seulement si, il peut se substituer à celui qui le reçoit. Pour décrire cette substituabilité, il faut modifier les énoncés par le verbe modal « pouvoir ». Pour que cette substituabilité soit possible, il faut à la fois que les deux termes puissent être réciproqués et que la relation puisse revenir à l'initiale. C'est ainsi que se justifie la présence du préfixe « auto » dans « autonomie », le même, ou le soi, se forme comme résultat d'une double transformation. Si l'on voulait transcrire le principe d'autonomie en termes politiques, il se glosera ainsi : celui qui commande, peut devenir celui que reçoit l'ordre, et réciproquement, dans cet échange des individus sur les instances prescriptives, l'ensemble formé par les deux partenaires est identique. La transformation réciproque
s'exprime politiquement par une maxime un peu oubliée, comme nul n'est au-dessus de la loi, correspondant à la règle grecque de l'isonomia, selon laquelle chaque citoyen est dans un rapport égal à la loi, y compris celui qui l'a dit. Et elle donne également sa raison à la règle de la révocabilité des gouvernants. Quant à la transformation identique, elle trouve son expression politique dans le principe que l'unité est inaliénable, puisqu'elle garantit que le corps de la communauté politique ne s'altère pas. On a mieux compris peut-être en quoi la logique des prescriptions rentre en tension avec la logique de l'autonomie. Un examen grammatical plus attentif de l'impératif et de ses théories nous en convaincra. On se demandera donc ce que la grammaire de l'impératif nous révèle de la subjectivation morale comme pratiquement de soi. Est-ce parce qu'il a privilégié le stoïcisme romain sur le stoïcisme grec, en dépit de ce que Jean-Claude Milner avait pu repérer comme son matérialisme discursif, et en dépit de sa connaissance très poussée des problèmes de la logique contemporaine, Foucault ne s'est intéressé que de manière superficielle à la logique des impératifs chez les stoïciens. Or, cet oubli pourrait constituer bien davantage qu'une lacune s'il s'avérait que les stoïciens qui ont légué à la tradition morale la question de l'autonomie avaient théorisé une grammaire de l'impératif, qui passe précisément par l'invention d'un vocabulaire technique. Or, ce fut bien le cas. Pour les stoïciens, la loi n'est pas un énoncé dénotatif, elle commande, elle interdit, ou pour le dire avec Plutarque dans les réfutations des stoïciens, pour eux, l'action droite est le commandement donné par la loi, et la faute est l'interdiction donnée par la loi. C'est dans le cadre de cette inquiétude fondamentale que Chrysippe a rédigé un traité perdu, le traité des commandements. Ce traité est classé par la tradition dans le lieu logique qui concerne les signifiés, à côté des 6 traités qui concernent des sujets qu'on pourrait appeler apparentés. Or, quand il s'intéresse à l'impératif, Chrysippe n'y voit pas seulement un mode verbal, car il n'y a pas selon lui de différence fondamentale entre la question et l'ordre, mais une différence qui tient à la forme et au sens. Le commandement peut s'accompagner d'une forme grammaticale propre, mais ce n'est pas obligé, et les exemples donnés relèvent tantôt de l'impératif, tantôt de l'infinitif. L'intonation, d'ailleurs, y fait beaucoup. On sait bien aussi qu'en français, on peut donner des ordres en modulant une question, « tu viens ?» en intonnant un indicatif, « alors maintenant tu viens ?» ou en employant tout simplement l'impératif « viens ». Il semble que Chrysippe soit entré dans le détail raffiné de ces démonstrations. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est que pour Chrysippe, la question centrale est de savoir ce qui nous oblige dans la langue, et ce qui nous oblige et nous rend autonomes. Chrysippe se concentre sur 2 questions qui croisent l'axe de la subjectivation et de l'autonomie, qui est le nôtre. La première question que pose Chrysippe, elle est centrale, est de savoir qui commande, qui ordonne. La loi, peut-on lire, est fusée, elle est naturelle. Qu'est-ce à dire? Comment un impératif pourrait-il être naturel alors qu'il semble au contraire illustrer avant tout la contrainte exercée sur ce qui est? Ce paradoxe s'éclaire dans le traité par la logique stoïcienne de l'impératif. Chrysippe répond à 2 questions, que j'abrège. À qui s'adressent les ordres? D'où émanent-ils? Si l'on peut parler d'un ordre bien formé, d'une rectitude dans le commandement, c'est que le fait d'ordonner n'est pas offert comme un outil, qu'au contraire, il impose ses normes à ses utilisateurs. La loi, par exemple, dit Chrysippe, ne donne aucun ordre positif aux méchants. Est-ce à dire qu'elle ne leur parle pas ou que leur adresse seulement des interdits? Et comment sélectionne-t-elle ces énoncés? La formule est difficile à interpréter à cause de l'anthropomorphisme inclus dans l'idée d'ordre. La langue grecque dit bien que la loi parle comme un être humain. La loi est l'émetteur de la prescription. Mais le français n'est pas en reste, puisque nos lois, elles aussi, ordonnent, prescrivent, préviennent, défendent. C'est cette vérité de la parole de la loi que la réflexion stoïcienne met à jour, entre autonomie
et subjectivation. Si la loi n'adresse pas d'ordre positif aux méchants, c'est que les méchants n'entendent pas ce contenu positif. C'est même cela qui les désigne comme méchants. Leur obéissance cache une surdité. De chaque ordre, ils entendent le contenu pour autant qu'il est interdiction, mais ils restent sourds à l'injonction fondamentale de la rectitude. Pour le stoïcisme, le rapport moral est avant tout impératif. Tout ordre, aussi illégitime qu'il puisse paraître, renvoie à la structure impérative de l'univers. Même l'ordre donné par le tyran, parce qu'il est parole, et que dès lors il dépasse les misérables qu'il énonce, est une possibilité de réaliser l'obéissance parfaite que le tyran, par sa surdité, tente de masquer dans sa crispation. C'est alors contre l'émetteur que le destinataire fait valoir la vérité de l'ordre. La deuxième question, d'où émanent les ordres, a déjà reçu un début de réponse dans l'hymne de Cléante. Il suffit de regarder la forme de l'hymne pour comprendre que la situation est très complexe. Qui ordonne? C'est Zeus. Mais y regarder de plus près, il s'agit de comprendre que le poète est l'homme pieux qui, par sa bouche, ordonne à Zeus de lui ordonner de le conduire là où il ira de toute façon. C'est donc l'existence de l'impératif, indépendamment de ses incarnations individuelles, qui permet de déduire l'existence de l'autonomie. Mais s'il est vrai, comme les analyses de Cléante le prouvent, qu'il n'y a pas de véritable émetteur de l'impératif, qu'il n'y a que l'impérieuse nécessité elle-même en son impérativité, alors je crois pouvoir comprendre mieux pourquoi Foucault n'avait pas intérêt à s'attarder sur la logique des impératifs. Parce que cette logique met au cœur même de l'autonomie un principe de désubjectivation, pour ne pas dire d'hétéronomie. La grammaire stoïcienne de l'impératif permet de mettre à jour un principe d'impersonnalisation de la prescription. Quand je m'oblige comme quand j'oblige, quand je me fais obéir comme quand j'obéis, c'est la loi comme parole et la parole comme loi qui oblige, et c'est à la parole comme loi et à la loi comme parole que j'obéis. Deux faits de langue semblent confirmer cette leçon stoïcienne. D'une part, le fait que dans bien des langues, l'infinitif peut commuter avec l'impératif. C'est l'infinitif des livres de cuisine. Prendre les œufs, séparer le blanc du jaune, etc. Ce principe d'impersonnalisation avait poussé Meillet et Benveniste à voir, après Leibniz, dans l'impératif, quelque chose comme un fondement même du verbe. Benveniste dit « l'impératif, c'est le sémantème nu, employé dans sa forme jussive. » Une autre question passionna les grammairiens depuis Apollonius Discole et depuis les stoïciens, et les réponses qu'elle appela au cours de l'histoire contribuent à défaire ce qui liait autonomie, prescription et subjectivation chez Foucault. Il s'agit de savoir, tout simplement, pourquoi il n'y a pas de première personne du singulier de l'impératif. En grec comme en français, l'impératif ne compte que trois personnes. La deuxième personne du singulier, la première du pluriel et la deuxième du pluriel. Autant l'absence d'une troisième personne peut s'expliquer, car pour qu'un ordre soit donné, il faut que l'interlocuteur soit présent. On ne peut pas donner d'ordre à quelqu'un qui n'est pas là. D'où la périphrase par le subjonctif, qu'il vienne, etc. Autant l'absence d'un impératif de première personne peut surprendre au nom même de la réciprocité du principe d'autonomie. Je te parle, je et tu sont interchangeables, non pas parce qu'ils se pourraient se mettre à la place de l'autre, mais parce qu'ils sont présents l'un à l'autre. Le nous de cette coprésence, loin d'être le résultat d'une fusion ou d'une contagion, n'est pas davantage le pluriel de je, mais une jonction entre je et non-je. La première personne du singulier dans la première personne du pluriel relève de la grammaire des pronoms personnels. Mais s'il n'y a en grammaire de première personne du pluriel qu'à partir de la première personne du singulier, comment penser l'impensable, à savoir qu'il y a une première personne du pluriel de l'impératif et qu'il n'y a pas de première personne du singulier? Les grammairiens se sont penchés avec attention et délicatesse sur cette question. Je renvoie pour ce faire à l'analyse superbe
d'Apollonius Discole, dans son traité de syntaxe, le traité qui a fondé la grammaire moderne, traité qui montre que tous ceux qui tiennent l'hypothèse de l'existence d'une première personne de l'impératif se trompent. Mais pour illustrer ce point et accélérer, je prendrai mon argument chez Bosé, dans la grammaire générale ou exposition raisonnée des éléments du langage en 1767. L'impératif, écrit Bosé, est un mode personnel qui, en énonçant directement l'existence intellectuelle d'un sujet avec relation à un attribut, y ajoute l'idée accessoire de la volonté de celui qui parle ou qui est censé parler. Bosé se reprend. Ce mode est personnel, cependant, il n'a dans aucune langue la première personne du singulier, parce que, comme l'ont remarqué les grammairiens de Port-Royal, on ne se commande point proprement à soi-même. Ou plutôt, parce que quand on se notifie quelque chose à soi-même, la volonté de faire quelque chose, on se divise, pour ainsi dire, en deux personnes, dont l'une parle à l'autre. Étrange impératif, étrange mode personnel, il n'a que 3 personnes sur 6 distribuées asymétriquement. On remarquera combien d'Apollonius à Bosé, l'impératif implique des figures de dissymétrie, de dénivellation, de non-circularité des positions. Qu'il s'agisse de l'hétéronomie foncière établie par la doctrine stoïcienne de l'impératif sous le chef de l'impersonnel, où se conjoignent la parole comme loi et la loi comme parole, ou qu'il s'agisse de cette hétéronomie relative due à l'absence d'une première personne du singulier au présent de l'impératif, une chose est désormais établie. La définition de la réciprocité qui fonde l'autonomie pour garantir la subjectivation doit prendre en compte que destinateur et destinataire de l'ordre ne peuvent coïncider et qu'on n'a jamais affaire, au mieux, qu'à une hétéronomie fondatrice. J'en avais cherché la confirmation chez 2 grands penseurs de l'obligation qui furent aussi de grands analystes de l'impératif, Kant et Lévinas. Je résume d'une formule. Chez l'un, l'impératif catégorique arrache la subjectivité morale à l'autonomie de la première personne. Chez l'autre, chez Lévinas, l'impératif n'a de cesse qu'il ne me destitue. Donc je saute pour les besoins de la cause ces développements. Nous avons demandé à Foucault comment penser la subjectivation à partir de l'autonomie morale. Nous avons été conduits, pour répondre à cette question, à suivre les stoïciens et les grammairiens dans l'analyse d'un étrange mode grammatical, semi-personnel et pour tout dire bancal, claudiquant, l'impératif. Pour les stoïciens, la dialectique de l'impératif correspond à l'éthique du commandement, et la première permet de mettre à jour un impersonnel de l'obligation qui est celui de la loi même. Pour les grammairiens, d'Apollonius à Bosé, s'il n'y a pas de première personne de l'impératif, c'est précisément parce que ce qui m'oblige et m'enjoint me divise et me scinde. Cette grammaire de l'impératif a trouvé sa confirmation dans la fondation de l'universel de l'obligation convertie en norme chez Kant et de l'irréciprocité fondamentale du tu et du je chez Lévinas. Nulle circularité dans l'impératif, nulle réciprocité des places. Le sujet de l'impératif est un obligé, c'est-à-dire aussi, si j'ose, qu'il est, par essence grammaticale, un désobligeant. Restait en suspens une question, celle de l'impératif poétique. Non pas celle de l'impératif qui pousse à écrire des poèmes, ou celle de l'impératif qui pousse à en lire. Il y aurait beaucoup à dire ici sur cette hétéronomie qui s'appela jadis inspiration et qui a toutes les formes de la convocation. Non, la question plus simple est celle de la présence de l'impératif dans le poème et des problèmes qu'elle pose. Car si c'est le langage qui oblige, et si le poème est bien une forme d'obligeance, comme d'obligation, alors la présence des impératifs pourrait bien apparaître comme un problème. Cette présence, on peut la traiter de 3 manières, en rappelant d'une part comment, dans la poétique d'Aristote,
Aristote fait mention d'une étrange critique de Protagoras, Protagoras critiquant Homère, Homère qui sera célébré ici même bientôt. Je cite: « Qui eût reproché à Homère, comme l'a fait Protagoras, d'avoir commandé, au lieu de prier, lorsqu'il dit « Chante, muse, la colère du fils de Pelée ». Car, dit Protagoras, commander, c'est ordonner de faire quelque chose ou le défendre. Nous ne répondrons point à cette question qui ne regarde point la poésie. Or, la manière dont Aristote essaie de défendre la présence de l'impératif dans le poème homérique contre Protagoras a une histoire. Mais doit-on pour autant considérer que le ton de l'injonction critiquée par Protagoras est étranger au champ de la poétique? On soutiendra ici, pour finir, le contraire. La poésie est pleine de beaux impératifs, émouvants, qui croisent les niveaux de l'énoncé et ceux de l'énonciation. On en prendra un seul exemple chez le poète qui, plus qu'aucun autre, a fait de ses poèmes des drames d'interlocution. C'est de Baudelaire, bien sûr, que je veux parler. On s'est trop peu arrêté jusqu'à présent au fait pourtant éloquent que près de 3 poèmes sur 4 dans Les Fleurs du Mal, pour être exact, 92 sur 136, contiennent une interpellation, une adresse. La poésie de Baudelaire est de façon spontanée, à la différence de celle de Mallarmé, une poésie de l'interlocution. Le sujet s'y dédouble et s'y interpelle, et il arrive même que le chemin de soi à soi se trouve médiatisé par une instance qui, bien qu'extérieure et non humaine, soit prise à témoin et allégorisée en complice, sinon en double du sujet. L'exemple le plus célèbre d'une telle manière de faire est sans doute fourni par le sonnet Recueillement, dans lequel l'interlocutrice du jeu est constituée de bout en bout par la personnification de la douleur à laquelle Baudelaire adresse des impératifs. Je lirai ce poème et conclurai. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville, aux uns portant la paix, aux autres le souci. Pendant que des mortels, la multitude vile, sous le fouet du plaisir, ce bourreau sans merci, va cueillir des remords dans la fête servile, ma douleur, donne-moi la main, viens par ici, loin d'eux. Vois se pencher les défuntes années, sur les balcons du ciel, en robe surannée, surgir du fond des eaux le regret souriant, le soleil moribond, s'endormir sous une arche, et, comme un long linceul traînant à l'Orient, entends ma chair, entends la douce nuit qui marche. Les 7 verbes à l'impératif, par lesquels le sujet s'adresse à sa douleur, prêtent à celle-ci une présence tant physique que spirituelle, que rien ne distingue de la présence d'une femme réelle. Paradoxe que ces impératifs, qui se résolvent lorsqu'on prend conscience du degré auquel, pour Baudelaire, l'espace de la subjectivation est un espace de dialogue intérieur ou, pour le dire autrement, combien l'intime a la forme d'une intersubjectivité dissymétrique. Tout se passe en vérité comme si les Fleurs du Mal vérifiaient avant la lettre la théorie de la pluralité des instances psychiques que la psychanalyse élaborera plus tard en exhibant d'avance son caractère conflictuel. On montrerait aisément que Baudelaire répond à Protagoras en transformant la prière en impératif et l'impératif en prière, mais ce n'était pas à Baudelaire que j'aurais demandé cette conversion, mais pour finir encore, à un poète contemporain, Eugenio de Signoribus, ou l'impératif du oui. Mais je vous épargne ce développement. Est-il absurde de chercher chez des poètes des impératifs? Est-il absurde de chercher chez eux des manières de contribuer au contexte qui permettrait, je cite Orwell, de favoriser indirectement les dispositions à l'égalité, à l'entraide et à l'amitié
plutôt qu'à l'égoïsme et à la guerre de tous contre tous. Est-il absurde que la poésie veuille soumettre, loin de tout dogmatisme, cette contribution à la considération et à la réflexion de ses lecteurs? Par là, les poètes n'abandonnent certes pas la tâche du poème et de la poétique. Ils leur donnent au contraire peut-être aujourd'hui toute leur portée. De cette manière, ils ne se soustraient ni à l'urgence du temps, ni à sa vocation la plus propre. La poésie ne répond pas aux injonctions de l'époque, elle transforme l'époque en injonction. Ainsi, répondre à l'impératif du poème, ce n'est pas seulement inventer de nouvelles formes d'affirmation et refuser certaines formes de négation, c'est dire oui à la décence en disant non à l'indécence. Et c'est désormais l'affaire des poètes. Cette injonction est un impératif doux, traversant, sidérant et considérant. Il faut l'entendre et le faire entendre. C'est bien, vous réclamiez le soir, il descend, le voici, les coachs se sont éloignés, les coachs sont loin, nos douleurs ne seront pas sages et nous ne nous tiendrons jamais tranquilles. Non, jamais tranquilles.